Nous arrivons en fait à un troisième thème. Le troisième thème, en fait, concerne la question de l'aménagement des espaces, la question des bâtiments, de l'adaptation des locaux, des équipements, des matériels. Encore une fois, le fil qu'on a depuis le début de l'émission, ça n'échappe à personne, c'est les spécificités de la toute petite enfance, de la petite enfance, et des conditions de scolarité qu'on propose à cette enfance. N'oublions pas qu'en France, la scolarisation obligatoire est passée à 3 ans. Donc on est bien dans quelque chose, on est bien dans une scolarisation, mais pour la petite enfance, il faut la travailler particulièrement, ce qui suppose un travail d'adaptation de l'environnement, des contextes, des équipements, encore une fois, et des locaux, très important, d'autant que ces aménagements et ces partis pris architecturaux ou autres déterminent de manière assez sensible les pratiques pédagogiques. Je vous propose, pour introduire cette discussion, un nouveau petit film que je vous laisse découvrir. Qui est très lumineuse, qui est agréable, où les enfants se sentent bien, ils ont beaucoup d'espace pour lire. En général, ils arrivent, ils font waouh! Et ça, déjà, c'est un beau cadeau. Je suis sereine dans cet espace et ça nous permet aussi avec les enfants de travailler dans les meilleures conditions. Alors cette classe elle est grande et la classe spacieuse me permet en fait de pouvoir proposer un grand choix d'activités aux enfants. Ça reste un espace nouveau, moderne, mais très chaleureux. Cette école maternelle comprend 21 classes. 21 classes, c'est vraiment exceptionnel pour une école maternelle. Ça représente 7 classes par niveau, 500 élèves. C'est vraiment un cas unique dans le réseau des écoles françaises à l'étranger. Dans un endroit, c'est le premier rapport avec l'école. Il faut que cet endroit soit accueillant, confortable et rassurant pour ces jeunes enfants. Madame Doraporte, je voudrais vous poser la question suivante, simple, à travers un extrait de ce type-là. Qu'est-ce qui vous paraît, en tant que praticienne, de plus saillant, en fait, dans les priorités qu'on offre, les priorités d'environnement architectural, d'équipement, de locaux, d'aménagement des espaces? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête de fondamental pour se donner les meilleures chances d'offrir aux jeunes enfants un environnement propice à ses apprentissages, propice à son bien-être, propice au bien-être des enseignants, à jamais découplé de celui des enfants, puisque, au fond, on apprend bien que quand on est bien, bien-être pour bien apprendre. Et les questions architecturales et bâtimentaires sont essentielles. Quelles sont vos, à partir de la vidéo qu'on vient de projeter, vos idées sur la question? Alors effectivement, dans la vidéo, nous avons vu beaucoup d'éléments qui sont essentiels pour l'aménagement ou même à la construction d'une école maternelle. Moi, ce qui me vient en premier lieu à l'esprit, c'est surtout de l'espace. Ça veut dire des salles de classe suffisamment spacieuses, puisque ces jeunes enfants ont besoin de se mouvoir, être en mouvement pour apprendre. Et pour cela, on a besoin d'espace.
Il y avait la question du mobilier qui est bien sûr adapté puisque ce n'est plus une question, mais notre travail d'enseignant, et nous faisons très attention à cela, c'est d'aménager nos salles de classe pour que ça soit un espace propice aux apprentissages, pas encombré, bien faire attention aux espaces de déambulation. Et également, en dehors de la salle de classe, je pense que tous les espaces de vie de l'école maternelle doivent être pensés. Nous avons un exemple à Budapest pour cela. Il y a 2 ans, nous avons aménagé, alors ça concerne la cour de récréation, où il y avait une réflexion commune. On a demandé nos avis, les avis des enseignants, et une concertation avec l'association des parents d'élèves, avec la direction de l'école, et un paysagiste qui a travaillé sur presque 2 ans sur le projet. Donc ça fait depuis l'année dernière que nous bénéficions d'une nouvelle cour et nous voyons énormément la différence par rapport au fait que ce qu'un aménagement peut apporter dans le développement de l'enfant, puisque la cour de récréation, on pense que c'est juste un espace de jeu, mais finalement c'est aussi un espace d'apprentissage. Les apprentissages sociaux, les règles de vie, tout intervient, et ça doit être aussi un espace de recréation. Ça veut dire que l'enfant doit aussi trouver un espace individuel s'il en a besoin. Et cet aménagement nous montre en fait dans notre cour de récréation, où auparavant on avait besoin de gérer beaucoup de conflits pour des prêts de jeu, pour les structures d'aires de jeu, ainsi de suite. C'est qu'un aménagement bien pensé et bien réalisé, à quel point ça aide dans l'épanouissement de l'enfant, mais aussi dans la mise en place d'activités pédagogiques, puisque cette cour de récréation nous permet également de travailler les activités physiques. Ce n'est pas qu'un espace de jeu, c'est un espace de sport que nous pouvons exploiter en cours de motricité, et c'est vraiment quelque chose qui enrichit énormément la vie de nos petits écoliers à l'école maternelle de Budapest. Donc vraiment, c'est une expérience concrète qui nous montre à quel point c'est important, ces aménagements, pour le bien-être de nos élèves, de nos petits élèves. Merci. Je me tourne vers Thierry Houillel pour lui poser une question qui se veut un peu complémentaire à la précédente. En tant qu'inspecteur d'éducation nationale qui serait sollicité par ce qu'on appelle à l'agence un porteur de projet, quelqu'un qui souhaite investir dans notre école maternelle à la française. Vous êtes dans une situation de conseil par rapport à un tel porteur de projet. Vous attirez son attention en fait sur quelles priorités, sur quels points sur lesquels il n'est pas question de transiger. Alors, mes éléments de réponse sont issus en fait de l'expérience qui a été rappelée tout à l'heure. C'est qu'à la fois nous avons des lycées français dans lesquels nous trouvons des écoles maternelles, mais nous avons aussi des structures petite enfance qui pensent aussi la gestion des espaces. Donc c'est un petit peu fort de cette multiplicité d'expériences que je répondrai à la question. La première, elle est liée aujourd'hui à l'évolution concernant la demande des parents. C'est-à-dire que les parents demandent aujourd'hui pas simplement un temps strict d'enseignement, mais un temps de garde. Donc ça veut dire que l'amplitude horaire de nos établissements, elle est croissante aujourd'hui. On a très souvent des établissements qui sont ouverts de 7h à 18h. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est de bien penser pas simplement le projet pédagogique, mais le projet éducatif. Quand on a des petits bouts de choux qui arrivent très tôt le matin et qui partent très tard le soir, il faut qu'ils puissent trouver dans ces espaces des temps qui leur permettent de savoir où ils se trouvent et ce qu'on attend d'eux. Donc le premier conseil, c'est penser en fait le projet éducatif dans la globalité. Le deuxième conseil, c'est de penser la signalétique. Parce que bien souvent, des parents ignorent que derrière le mot lycée français se trouve une école maternelle. Alors d'abord parce que le mot école maternelle, vous savez, en Hongrie, c'est Óvoda, c'est ça ? Óvoda. Bon, quand vous êtes en Finlande, c'est päiväkoti. Päiväkoti, ça veut dire maison de jour. Bon, quand on est en Allemagne ou dans d'autres pays, c'est l'aspect générique jardin d'enfants. Bon. Donc nous, c'est école maternelle. Ce qui veut dire que la signalétique, l'identité plus exactement de la maternelle, elle est un sujet majeur à travailler.
Certes, l'école maternelle est le premier maillon de ce parcours qui peut continuer jusqu'à la terminale, mais il a une spécificité, j'allais dire, toute particulière. Le troisième élément, c'est peut-être les espaces qu'on met à disposition sur le temps scolaire. Pour moi, il relève de plusieurs principes. Le premier, c'est celui de favoriser l'épanouissement de l'enfant, et on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, de favoriser également les apprentissages, de favoriser aussi, dans l'immobilier, les interactions entre les enfants. Parce que vous savez que notre particularité de notre école française, comme dans beaucoup de structures petite enfance, c'est de classer les élèves par état civil. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de naissance, et plus exactement de l'heure de naissance, on pourra se trouver dans une section ou dans une autre. Et nos enseignants savent bien, nos équipes, qu'il y a là, on évoquait tout à l'heure l'expérience que vous aviez, Madame Porte, des classes multi-âges, mais l'immobilier doit être pensé aussi comme favorisant les interactions entre des enfants de différents âges. Et puis peut-être deux derniers éléments. Notre immobilier, me semble-t-il, doit pouvoir aussi favoriser ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que chacun doit se sentir bien dans la fonction qui est la sienne. Chacun doit avoir sa place. Quand je dis chacun, c'est bien sûr les enseignants, les ASEM, quel est leur territoire. Et puis, sont évoqués dans la partie précédente les parents. Est-ce que c'est un lieu qu'ils habitent, un lieu dans lequel ils se sentent bien? Est-ce qu'ils ont un espace particulier? Mais on voit bien que les conseils, qui bien évidemment ne sont pas exhaustifs, nécessitent de penser l'immobilier en interaction complète avec cette communauté scolaire. Oui. Je retire de ce que vous dites que décidément dans cette affaire, rien ne doit être laissé au hasard. Alors en matière de matériel pédagogique, Françoise Matossi, en matière d'équipement de classe, est-ce que par rapport à notre petite enfance, en fait, vous avez des préconisations particulières, un matériel qu'on ne va pas nécessairement trouver dans la famille, mais qui prend son intérêt et toute sa dimension dans une perspective d'apprentissage telle qu'on l'envisage pour nos enfants dès la petite section? Alors oui, évidemment, il y a énormément de matériel, mais je pense que là, ça part beaucoup du bon sens, en fait, l'équipement des classes maternelles. Ce qui est incontournable, et tout le monde le sait, dans une école maternelle, c'est que les coins jeux doivent être équipés. Alors, pas n'importe coin jeu. Les coins jeux sont en liaison avec les thématiques lexicales du vécu, de la vie du petit enfant. Ils doivent être là pour réinvestir, pour permettre de mettre en place, en fait, ce lexique et tout ce langage qui tourne autour. Donc déjà ça, je veux dire, ces coins jeux traditionnels, la maison, la petite cuisine, la marchande, le coin bébé, le garage, les animaux, tout ça, ça doit être en permanence dans la classe. Après, il y a tout ce qui permet de développer, en fait, l'aspect chercheur de l'élève, découverte, donc l'aspect scientifique, en fait, les collections, les tris, les matériaux divers à toucher, à trier, à expérimenter, les bacs, toutes ces choses-là. La peinture et tout ce qui est artistique, qui permet de créer quelque chose. Alors, et j'ajouterais là, je pensais à ce que disait Thierry tout de suite sur l'aménagement. Il y a aussi cette force de proposition dans nos écoles, c'est-à-dire pas seulement faire créer des choses, mais montrer des beaux modèles esthétiques, afficher, en présenter dans les espaces communs pour que les enfants s'en nourrissent de cette esthétique à moyen terme et qu'on puisse travailler dessus par la suite. Donc ça me semble très intéressant. Et puis, récemment, toute cette redécouverte, en fait, des fondamentaux en mathématiques qui nécessite, en fait, de revisiter l'équipement en mathématiques, notamment, ne serait-ce que tout ce qui relève de grandeur et mesure, avoir des balances, des thermomètres, tout ce matériel de mesure de longueur, de capacité, etc., qui permet aux enfants de faire des expériences et de construire, en fait, la numération, le nombre, etc. Donc, les affichages aussi font partie de ça. Donc, à côté de ça, bien sûr, il y a des séries de jeux, des jeux qu'on pourrait imaginer en progressivité pour amener l'enfant à aller de plus en plus loin dans un apprentissage, par exemple. Donc, tous ces jeux de construction, de mathématiques, etc. Beaucoup de création par les enseignants et les ASEM, de matériel
à construire de flashcards, de choses comme ça. Hein. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Et puis peut-être pour revenir un petit peu à ce que vous disiez juste avant, en fait, dans la conception même et globale d'un espace maternel, ce qui est très intéressant, c'est le décloisonnement possible, l'adaptabilité du mobilier, de manière à pouvoir le bouger facilement, etc. Et bien penser les espaces cantines, siestes, etc. Pour qu'ils soient aussi des espaces, ça soit aussi des espaces rassurants, en fait, que l'enfant ne s'y perde pas. Voilà. Merci pour ces éléments. C'est vrai que l'affichage qui vient aussi indiquer le point où on en est des acquisitions et des apprentissages dans un certain nombre de domaines, qui rappelle en fait là où on en est en permanence. Je me rappelle que c'était effectivement un de mes dadas quand j'étais IUN premier degré. Monsieur Brochet, là on est sur une perspective, disons, assez pédagogique de l'approche effectivement des adaptations d'espace, des adaptations architecturales. En tant que directeur, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme autre élément, au-delà du pédagogique et forcément complémentaire au pédagogique, qui mériterait effectivement de trouver leur place dans cette discussion ? Alors la question de l'immobilier est effectivement fondamentale. Et en la matière, il y a quand même un bon savoir-faire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Je signalerai juste que cette année, nous avons reçu le prix Architecture Master Prize 2019 pour la nouvelle école maternelle de Barcelone. Donc c'est une reconnaissance là par disons, les pairs dans le monde architectural de la qualité du savoir-faire. On investit énormément sur les maternelles et cette année, il y a eu 4 nouveaux projets qui ont été portés à Abu Dhabi, à Fès, à Marrakech et puis à Madrid, on le voyait, qui est quand même sans doute l'une des plus grandes écoles maternelles du monde, puisqu'on a, avec 21 classes, on est entre 500 et 600 élèves. Hein. Donc c'est quand même considérable et ça montre, si on sait le faire pour des écoles maternelles de cette taille-là, c'est qu'il y a un véritable savoir-faire qu'on peut faire rayonner. Donc ça, c'est le premier point. Les points essentiels ont été dits. C'est d'abord autour de la qualité de ce que l'on veut faire dans le projet pédagogique. Et il doit y avoir dans le travail soit d'adaptation, de rénovation d'une maternelle, soit dans la construction initiale, il doit y avoir un dialogue, évidemment, entre l'équipe pédagogique, les parents, les architectes, pour construire un projet qui va de soi. Il y a 2 points qui sont essentiels aussi. Un qui n'a pas été évoqué, c'est la question de la sécurité. Et là, évidemment, comme directeur de l'agence, j'y suis particulièrement attentif. Sécurité au quotidien, pour que les enfants ne se blessent pas, bien entendu, dans leur vie quotidienne. Et puis sécurité de la maternelle. Ce qui est compliqué parce que laisser rentrer les familles ou les accompagnants des enfants, jusqu'où, comment, etc. Donc là aussi, il y a un grand dialogue à avoir avec les familles qui doit tenir compte de l'environnement, mais qui est absolument essentiel. Et partout, nous sommes obligés, bien entendu, de renforcer la sécurité. Un dernier point aussi, qui vaut pour les maternelles comme pour le reste des établissements, c'est les questions environnementales qu'on est obligé de prendre en compte. On voyait dans l'exemple de Madrid qu'on a choisi là un système pour éviter d'avoir de la climatisation dans l'école. C'est pas toujours facile. Il y a des endroits où on peut pas du tout le faire. Il y a des endroits où on peut le faire, mais ça demande d'abord un geste architectural adapté, puis ça demande un dialogue avec la communauté scolaire, avec les parents, pour leur faire comprendre que nous avons aussi une responsabilité environnementale dans ces écoles. Un dernier point, parce que j'ai parlé là des investissements directs que nous faisons dans nos établissements, dans les établissements en gestion directe. Nous allons évidemment, dans le cadre du prochain schéma pluriannuel immobilier, accorder une importance toute particulière à la maternelle, à l'immobilier de la maternelle, à sa mise à niveau là où il y en a besoin. Et puis évidemment, nous avons un dialogue avec les établissements conventionnés, les établissements partenaires pour leur donner du conseil sur les questions de l'immobilier de maternelle. Et puis on a maintenant un dialogue à avoir avec tous ceux qui veulent rejoindre le réseau homologué. Et là, notre service d'appui au développement du réseau, dans l'offre qu'il apporte à ces établissements qui veulent rejoindre le réseau français, il y a aussi une offre de conseil sur l'immobilier, et en particulier sur l'immobilier de maternelle, qui est essentielle. Dernier point, et je m'arrête là, ce que disait M. Houyel sur l'importance d'avoir une signalétique à l'extérieur spécifique pour les maternelles est fondamental. Nos lycées apparaissent trop, justement, envoient une image
à l'étranger qui ignorent la dimension maternelle et qui justement envoient une image un peu trop peut-être institutionnelle et effrayante pour les gens qui ne nous connaissent pas. Donc signaler qu'il y a une maternelle et indiquer, montrer ce que l'on fait en maternelle. Des photos à l'extérieur des murs des lycées pour montrer que la maternelle est un lieu bienveillant et accueillant, ça fait du bien par rapport à des murs souvent un peu austères et avec juste l'indication du lycée français de X ou Y. Merci à vous, Monsieur Brochet, pour ces compléments.